Bonjour, ici Marc-André, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sujet numéro 13, les propriétés chimiques des éléments. Alors, les propriétés chimiques des éléments vont se séparer en deux grandes catégories selon si l'élément est un métal ou un non-métal. Du côté des métaux, leur chimie est caractérisée par leur faible énergie d'ionisation, ce qui veut dire qu'ils perdent facilement des électrons et ont tendance à former des cations, ce qu'on appelle les propriétés réductrices. En fait, plus grande va être la capacité d'un métal à donner des électrons, plus grand va être son pouvoir réducteur. Maintenant, en termes de tendance des propriétés réductrices dans le tableau périodique, plus on va se déplacer vers la gauche du tableau périodique et vers le bas du tableau périodique, plus on va augmenter le pouvoir réducteur. Donc, plus grande est la tendance à donner des électrons supplémentaires. Donc, le point maximal est atteint avec le césium. C'est donc le métal le plus réactif, le plus réducteur du tableau périodique. Maintenant, du côté des non-métaux, on a donc des propriétés antagonistes à celles des métaux. Leur chimie est caractérisée par leur forte affinité électronique, ce qui veut dire qu'ils captent facilement des électrons et ont tendance à former donc des anions. On appelle ça les propriétés oxydantes. Donc, de la même façon que pour les propriétés réductrices, plus un élément va avoir tendance à capter des électrons supplémentaires, plus grande va être plus grand va être son pouvoir oxydant. Donc, la tendance dans le tableau périodique va être inverse à celle du pouvoir réducteur, c'est-à-dire qu'elle va augmenter de la gauche vers la droite et du bas vers le haut. Donc, le point maximal est atteint avec le fluor. Le fluor, c'est l'élément le plus oxydant du tableau périodique, la plus grande tendance à capter des électrons supplémentaires. D'ailleurs, en fait, les gaz nobles sont exclus de ces propriétés-là, puisqu'ils n'ont ni tendance à donner, ni à capter des électrons supplémentaires. OK, avant de vous présenter les 5 réactions typiques qu'on rencontre au niveau des éléments du tableau périodique, j'ai ici une diapo qui est essentiellement un aide-mémoire qui nous permet de nous rappeler les ions monoatomiques courants. Donc, les alcalins, comme ils ont un électron de valence, comme ils ont tendance à donner cet électron de valence-là, on les retrouve sous forme de cation plus 1. D'accord? C'est un état stable pour les métaux alcalins. Pourquoi? Parce que quand ils obtiennent la charge de plus 1, ils sont donc isoélectroniques à un gaz rare. Du côté des alcalino-terreux ayant 2 électrons de valence, ils vont avoir tendance à former des cations plus 2. Pour les métaux de transition, on voit ici qu'ils ont des nombres d'oxydation variables, donc ils peuvent prendre des charges plus 2, plus 3 pour certains, et il va falloir déterminer leur charge de façon indirecte, c'est-à-dire avec les autres éléments avec lesquels ils sont liés. D'accord? Du côté des non-métaux, la famille des halogènes sont souvent A-1 dans les composés chimiques. De cette façon-là, ils se retrouvent avec une configuration comme celle d'un gaz rare. Famille de l'oxygène, -2 et en ce qui concerne l'azote, -3. D'accord? Puis, il y a certains ions polyatomiques à connaître. Il faut connaître non seulement la formule chimique, mais aussi la charge. C'est des ions polyatomiques qu'on rencontre fréquemment dans la nature, dans des composés chimiques. Alors, le premier, c'est NH4+, l'ammonium. CO3 2-, l'ion trioxocarbonate plus 4, en nomenclature systématique. PO4 3-, l'ion tétraoxophosphate plus 5. SO4 2-, ion tétraoxosulfate plus 6. NO3-, l'ion trioxonitrate plus 5. OH-, l'ion hydroxyde. Et ClO4-, l'ion tétraoxochlorate plus 7. Alors, ces ions polyatomiques-là,
il faut les connaître. Et il y a quelques acides aussi à connaître. Dans ce cours-ci, les acides qu'on va rencontrer sont souvent des composés dont la formule chimique commence par un H. Plus tard, en chimie des solutions, vous allez voir d'autres types d'acides, mais pour l'instant, les acides à connaître sont les suivants. Donc, HCl, l'acide chlorhydrique, HNO3, l'acide nitrique, H2SO4, l'acide sulfurique, H3PO4, l'acide phosphorique, H2CO3, l'acide carbonique, et HClO4, l'acide perchlorique. Du côté des bases, dans ce cours-ci, les bases qu'on va rencontrer sont des composés ioniques qui contiennent l'ion OH-, l'ion hydroxyde. Donc, par exemple, NaOH, l'hydroxyde de sodium, KOH, hydroxyde de potassium, CaOH2, etc., etc. OK, comment identifier un composé ionique? Donc, un composé ionique, c'est un composé qui contient au moins une liaison ionique. Donc, une liaison qui résulte de la force électrostatique entre des charges opposées. Souvent, c'est un métal avec un non-métal. Donc, par exemple, NaCl, le sel de table, chlorure de sodium, composé ionique par excellence. Mais on peut, par exemple, considérer K2O, donc oxyde de potassium, qui est un composé ionique également, qui est un oxyde. Et d'autres exemples, par exemple NH4Cl. Donc là, ici, il n'y a pas de métal, mais sachant qu'on a NH4 dans la formule, il faut lire ici qu'on a du NH4+, l'ion ammonium, et Cl-. C'est donc le chlorure d'ammonium. OK, petit détail ici. Quand je dis que ça prend un métal et un non-métal, c'est important de considérer le nombre d'oxydation du métal. En fait, pour être ionique, il faut absolument que le nombre d'oxydation du métal soit plus petit ou égal à 3. Par exemple, si je prends le PbCl2, le plomb ici a un nombre d'oxydation de plus 2. Donc, ce composé-là est ionique. Mais dans le composé PbCl4, ici, le plomb a un nombre d'oxydation de plus 4. Donc, PbCl4 n'est pas un composé ionique, mais plutôt covalent. D'accord? OK, donc maintenant, je vais vous parler des principales réactions qu'on rencontre au niveau des éléments du tableau périodique. Il y en a 5. Ce sont tous des réactions d'oxydoréduction. Donc, il va y avoir transfert d'électrons au cours de ces réactions-là. Il va y avoir donc un réducteur et un oxydant. Et ce ne sera pas nécessaire pour ces réactions-là d'écrire les états physiques. D'accord? Donc, simplement les formules chimiques là, pour cette section-ci du cours. Première réaction à considérer, les réactions des métaux avec l'eau à 25 degrés Celsius. Alors, ici, j'ai l'équation de base. Là. On a un métal qui réagit avec l'eau. On forme un hydroxyde du métal, donc une base, et on libère de l'hydrogène, donc H2 sous forme de gaz. D'accord? Et là, ce qu'il faut noter, c'est que ce sont seulement les alcalins et les alcalinoterreux qui vont réagir, sauf le beryllium qui est beaucoup moins réducteur. Alors, quel type de base est-ce qu'on va former? Donc, si je mets du sodium avec de l'eau, je vais former NaOH, puisqu'on sait que le sodium va se retrouver au nombre d'oxydation plus 1. OH-, ben c'est moins 1, donc plus 1, moins 1, ça donne un composé qui est neutre. Je libère aussi du H2 sous forme de gaz, et une fois que j'ai fait ça, il faut que j'équilibre. Donc, je vais mettre 2, 2 et 2 ici. OK, ensuite, le barium. Donc, le barium étant un alcalinoterreux, lui, il va former un cation plus 2. Donc, à ce moment-là, la base que je forme, c'est BaOH2. Donc, j'ai besoin de 2 ions OH- pour contrebalancer la charge 2+ du barium. On libère aussi du H2 ici.
et mon équation est équilibrée telle qu'elle. Ensuite, aluminium plus H2O, qu'est-ce qu'on obtient ici? Alors, si vous êtes attentif, vous savez qu'il n'y a aucune réaction ici. C'est ce qu'il faut écrire là. Aucune réaction ou AR comme ceci. Ben, pourquoi? Parce que c'est seulement les alcalins et alcano-terreux qui vont réagir avec l'eau. Donc, la raison étant que l'eau n'a pas des propriétés particulièrement oxydantes, donc il faut absolument que le métal soit très réducteur pour pouvoir réagir avec l'eau. D'accord? Donc, alcalin, alcano-terreux, ce sont les plus réducteurs de tous les métaux. Et leurs composés qui vont former sont tous ioniques. À l'exception de ceux du beryllium. Le beryllium fait exception à la règle. Okay? En fait, les alcalins là, sont tellement réducteurs que la réaction avec l'eau est parfois très, très vive. Puis, comme on voit dans l'image du haut ici, là, parfois ça peut créer une explosion ou ça libère beaucoup, beaucoup d'énergie, en fait. Et donc, ils sont tellement réducteurs, les alcalins, qu'on n'en retrouve plus dans la nature à l'état non combiné. Okay? Donc, depuis les millions d'années que la Terre existe, en fait, les alcalins ont déjà réagi avec d'autres éléments, donc ils se trouvent sous forme de composés chimiques. Donc, la seule façon de les obtenir à l'état de corps élémentaire, là, à l'état de solide métallique, c'est de faire leur électrolyse. Donc, on fait passer un courant chimique à travers, en fait, un liquide là, qui est un sel fondu. Et à ce moment-là, on peut retrouver les alcalins à l'état de solide métallique. OK, donc deuxième réaction, les réactions des métaux avec les acides à 25 degrés Celsius. En fait, les acides sont beaucoup plus réactifs que l'eau, donc il y a plus de métaux qui vont pouvoir réagir ici. Alors, quels sont-ils les métaux qui réagissent avec les acides? En fait, pratiquement tous, à l'exception de ce qu'on appelle les métaux nobles, qui sont l'or, l'argent, la platine, le cuivre et le mercure. Alors, ces 5 métaux-là font exception à la règle. Ils ne vont pas réagir avec les acides. Ils sont simplement pas assez réactifs pour réagir avec les acides. D'accord? Donc, la réaction typique, donc métal plus acide, on forme MX, qui est un composé ionique, et on libère donc H2 de l'hydrogène sous forme de gaz moléculaire. D'accord? Alors ici, premier exemple, potassium plus acide nitrique. Donc là, le composé ionique que je vais former, c'est KNO3. Puisque je sais que le potassium va être à plus 1 et que HNO3 là, va libérer l'ion polyatomique NO3-. Donc, on a un ratio de 1 pour 1 ici entre le potassium et le NO3. Et je libère du H2. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'équilibre 2, 2 et 2 ici. Puis, calcium plus HCl. Donc là, calcium étant un alcalino-terreux, il va former un cation plus 2. Donc, j'ai besoin de 2 ions Cl- pour contrebalancer. On libère du H2. Une fois que j'ai fait ça, j'équilibre en mettant un 2 ici. Pour l'aluminium, on a vu que l'aluminium ne réagissait pas avec l'eau, mais il va être assez réducteur pour réagir avec un acide, par exemple l'acide sulfurique. L'aluminium va former un cation plus 3. Dans H2SO4, j'ai l'ion polyatomique SO4 2-. Donc, à ce moment-là, j'ai besoin de 2 ions aluminium 3+, et de 3 ions SO4 2- pour obtenir mon composé ionique neutre. Et évidemment, on va libérer de l'hydrogène. Alors, 2 aluminium, 3 H2SO4 et 3 H2 pour obtenir une équation chimique équilibrée. D'accord? Il est à noter que les métaux de transition et ceux du bloc P, comme ils sont plus à droite dans le tableau périodique, sont beaucoup moins réducteurs. Et à ce moment-là,
leurs composés chimiques peuvent être soit ioniques ou covalents. Donc, encore une fois, ça va dépendre du nombre d'oxydation du métal, à savoir si le composé est ionique ou covalent. C'est quelque chose là, que vous devez être en mesure de faire, là, pouvoir dire si un composé chimique est ionique ou covalent. OK, troisième type de réaction, les réactions des métaux avec les non-métaux à 25 degrés Celsius. Alors, c'est une réaction d'oxydoréduction classique. Le métal joue le rôle du réducteur, donneur d'électrons, et le non-métal joue le rôle d'oxydant, capteur d'électrons. Et on forme directement un composé ionique, un seul produit. Donc, par exemple, ici, là, si je mets du barium avec de l'oxygène, donc là, il s'agit de repérer là, où se trouve le barium dans le tableau périodique. On sait que c'est un alcalino-terreux. Et l'oxygène, lui, il va former l'ion O2-. Donc, à ce moment-là, Ba2+ avec O2-, ça donne BaO, qui est un composé neutre. Je vais équilibrer, je vais mettre un 2 ici et un 2 ici. Potassium plus fluor. Donc, on met un très bon réducteur avec un oxydant très fort. Ça doit être une réaction très, très exothermique, très, très vive, voire explosive. On va former le cation ou le composé ionique, pardon, KF. Et pour équilibrer, je vais mettre un 2 ici et un 2 ici. Ensuite, du fer avec de l'oxygène. Ça va nous donner le composé ionique Fe2O3, où le fer est au nombre d'oxydation plus 3 ici. Donc, j'ai besoin de 2 ions Fe3+, et 3 ions O2- pour obtenir un composé qui est neutre. En fait, Fe2O3, là, c'est ce qu'on retrouve là, sous forme de rouille. Alors, j'équilibre 4, 3 et 2, et le tour est joué. Ensuite, quatrième famille de réactions, les réactions de déplacement entre un métal et un composé ionique. Donc, en fait, ces réactions-là vont nous permettre d'illustrer le pouvoir réducteur variable des métaux. Donc, l'idée, c'est que on met deux métaux en compétition l'un avec l'autre et c'est le meilleur réducteur qui va gagner. C'est le meilleur réducteur qui déplace le moins bon. Donc, je vous rappelle que la tendance du pouvoir réducteur dans le tableau périodique, là, elle va augmenter plus on va vers la gauche et plus on descend dans le tableau périodique. Donc, ça, c'est le pouvoir réducteur. Et donc là, il faut consulter son tableau périodique. Ici, j'ai du sodium avec MgBr2. Donc là, les deux métaux en compétition, c'est le sodium et le magnésium. Lequel est le plus réducteur? En fait, c'est le sodium. Donc, plus à gauche dans le tableau périodique. Donc, à ce moment-là, il va en fait vouloir donner ses électrons au magnésium et il va déplacer le magnésium dans le composé ionique. Donc, on va se retrouver avec du NaBr et le magnésium va se retrouver à l'état non combiné, à l'état de solide métallique. Donc, évidemment, il faut que j'équilibre. Je vais mettre un 2 ici et un 2 là. Donc, magnésium est moins réducteur ici. Donc, la réaction s'est déplacée vers le métal qui est le moins réducteur. D'accord? Du côté barium plus CaCl2. Donc là, c'est le barium versus le calcium. Le barium étant plus bas dans le tableau périodique, c'est un meilleur réducteur. Donc, il va déplacer le calcium. Il va aller former le composé ionique et il va libérer donc le calcium à l'état non combiné. Et la réaction est déjà équilibrée telle qu'elle. Troisième exemple, là, je mets l'aluminium en présence de KCl, compétition entre aluminium et potassium. Est-ce que l'aluminium est plus réducteur ou moins réducteur que le potassium? Si vous regardez votre tableau périodique, là, en fait, l'aluminium est un moins bon réducteur que le potassium. Donc, ici, il n'y a aucune réaction. D'accord? Donc, la réaction ne se fait simplement pas. OK. Autre type de réaction de déplacement, ce sont les réactions de déplacement entre les halogènes, donc des non-métaux,
et un composé ionique. C'est très similaire aux réactions de déplacement entre les métaux. Ici, en fait, on va mettre en compétition deux halogènes et c'est le meilleur oxydant qui va l'emporter. Donc, ce sont des réactions qui vont nous permettre d'illustrer le pouvoir oxydant variable des halogènes. Alors, je vous rappelle, là, au niveau des halogènes, la tendance du pouvoir oxydant va augmenter du bas vers le haut. Alors, ça, c'est pouvoir oxydant. Puis, on sait que le fluor, c'est le plus oxydant, suivi du Cl, Br et I. Donc, ça, c'est la tendance là, pour les halogènes du pouvoir oxydant. OK, donc fluor plus NaCl. Donc là, la compétition est entre le fluor et le chlore. Comme le fluor est un meilleur oxydant, un meilleur capteur d'électrons que le chlore, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller voler les électrons du chlore et à ce moment-là, il va se retrouver sous forme de composé ionique. Donc, avant d'équilibrer, je vais mettre le composé formé, donc NaF, et on va libérer le chlore à l'état non combiné. Je mets un 2 ici et un 2 ici pour équilibrer. Deuxième exemple, j'ai du chlore. Je mets ça en présence du composé ionique, le LiBr, bromure de lithium. Donc ici, compétition entre le chlore et le brome. En regardant là, dans ma tendance ici, je vois que le chlore est un meilleur oxydant que le brome. Donc, il va aller voler l'électron du brome et on va se retrouver à l'état de LiCl. Et je vais former aussi du brome à l'état non combiné, donc à l'état de liquide moléculaire. Puis, il ne me reste plus qu'à équilibrer. Je vais mettre un 2 ici et un 2 ici. Alors voilà, c'est les 5 grandes familles de réactions chimiques qu'on rencontre au niveau des éléments du tableau périodique. Donc, je vous invite à faire les exercices ici qu'on va pouvoir corriger en classe et j'ai aussi inclus des exercices sur la nomenclature systématique et je vous rappelle que c'est sujet également là, à la matière évaluée à l'intrant. Alors au plaisir, bonne journée à tous.